Merci beaucoup, mesdames et messieurs les présidents, parce qu'il y a que des présidents, là, et des présidents. Toi, tu es président d'honneur, hein, je crois. Voilà. Donc, je voudrais remercier tout le comité d'organisation de la Tuforcan de m'avoir invité. Ils m'ont fait beaucoup travailler quand même, hein, parce que je n'ai pas arrêté. Mais bon, et le sujet aussi m'a intéressé. Bon, alors, il y avait deux écueils. Hein. Si on enfilait les publications, ça n'a pas grand intérêt. Soit on faisait de l'anecdote. Donc j'ai essayé de trouver la quadrature du cercle en vous donnant en fait les différents éléments qui sont actuellement avérés et en prenant le sens de mode de vie dans toute son acception. Hein, c'est pas seulement l'environnement, hein, il y a tout le reste. Donc je vais un peu recouper ce qu'a dit Myriam, mais pas que ça. Et ensuite, en deuxième temps, comme je suis praticien, je vous ai illustré cette communication par des cas cliniques personnels, puisque ça fait 40 ans que je fais de l'allergologie. Bon, c'est plutôt un fardeau qu'un honneur, hein, le nombre d'années. Mais donc, j'ai repris dans mon activité des cas qui étaient assez éclairants sur justement l'interférence du mode de vie sur les tableaux. Alors voilà le plan que je vous propose. D'abord quelques constatations donc, sur les différents aspects du mode de vie. Ensuite sur les responsables. Et puis donc les cas cliniques. Je parlerai aussi un mot de l'impact sur la qualité de vie et le coût pour la santé des pathologies allergiques. Vous savez qu'actuellement, 4e maladie chronique pour l'OMS. Et je ferai une conclusion assez personnelle, à la fois personnelle, autobiographique et philosophique. Vous verrez, c'est un clin d'œil. Ne vous formalisez pas, c'est mon habitude. Alors, le concept de mode de vie, donc ça inclut les habitudes alimentaires, les activités professionnelles et privées, mais également l'environnement qui est en lien étroit avec la génétique. Alors le médecin allergologue, qui est un spécialiste de l'environnement, il doit être un fin observateur des évolutions humaines et jouer le rôle de sentinelle. On avait fait, je me souviens, à l'Anaforcal en 1983, un congrès à Aix, justement, allergique et allergologue, sentinelle de l'environnement. Je crois que le mot est bien choisi. Alors, bon, un peu d'étymologie. Allergie, ça vient du grec allos ergon, réagir autrement. Mais en fait, la plupart du temps, et vous l'avez remarqué, il s'agit plutôt d'une hyperergie, donc c'est une réaction démesurée par rapport à un agresseur supposé. Alors d'abord, bon, l'étude d'Isaac, elle remonte, elle a presque 20 ans maintenant, donc a monté déjà une augmentation globale, et elle en a parlé, Myriam, des pathologies allergiques, asthme, rhinite, allergies alimentaires, eczéma atopique, notamment dans les grands centres urbains qui sont plus pollués. Parce que maintenant, les continents émergents sont aussi touchés que les autres. Alors globalement, l'incidence de l'asthme, de la rhinite et des allergies alimentaires a doublé au cours des 30 dernières années, avec des taux qui peuvent atteindre 30% dans certains pays pour la rhinite. Vous avez parlé de 20%, ça doit être la Tunisie, parce qu'il y a des pays, notamment en Europe, où ça peut atteindre 30%, l'asthme autour de 8%, et l'allergie alimentaire entre 3 et 5%. Alors d'après les estimations, 20% de la population de la planète souffrirait de pathologies allergiques, ça fait quand même 1,3 milliard d'individus. Donc vous voyez que ce n'est pas de la pathologie de niche. Et je vous l'ai dit, donc, l'OMS classe les maladies allergiques au 4e rang des pathologies chroniques. Alors, je vous ai donné une étude récente, en octobre, à Genève, 2018. Il y a eu la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé qui a été organisée par l'OMS. Le siège est à Genève, vous le savez. D'abord, deux études. Une étude OMS, 600 000 enfants sont morts en 2016 des suites d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures dues à la pollution de l'air. Premier chiffre. Deuxième chiffre, rapport sur la qualité de l'air de l'Agence européenne de l'environnement, qui a publié également à Genève. Les particules fines, donc, sont à l'origine de 422 000 décès prématurés en Europe en 2015, dont 35 800 pour la France. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été publiés en octobre 2010. Alors, quelles sont les explications possibles de l'augmentation des pathologies allergiques? Parce qu'on essaye toujours de comprendre. Bien sûr, le rôle de la pollution atmosphérique et intérieure, les habitudes de vie, Myriam en a largement parlé. Il y a aussi, et là on a un immunologiste, le déséquilibre de la balance au profit des TH2 par diminution des infections parasitaires et bactériennes. On est beaucoup moins affecté qu'avant. Eh bien, il y a surtout les travaux d'Erika von Mussius en Bavière qui a montré que les enfants qui étaient dans des fermes avec des bovins, donc des endotoxines, étaient beaucoup moins exposés à l'allergie que les autres. Donc, il y aurait un rôle protecteur des endotoxines. Alors aussi, là aussi, l'augmentation des pathologies auto-immunes
On l'a tous constaté à notre génération, on a vu exploser ces pathologies, que ce soit thyroïdienne, rhumatismale, etc. Alors bon, c'est une hypothèse que j'avance, mais peut-être que Jean-François pourra nous en dire 2 mots. On peut considérer que le système immunitaire qui est privé de cibles extérieures, comme les parasites, le non-soi, il vient se retrouver désœuvré et va se retourner contre lui-même, c'est-à-dire le soi. C'est une hypothèse possible. Alors les responsables, bon, je vais aller plus vite puisque Mariam en a parlé, la pollution atmosphérique. Il y a 2 questions qu'il faut se poser. Premièrement, est-ce que la pollution atmosphérique aggrave l'asthme préexistant et dans quelle mesure? Et la deuxième question, la pollution atmosphérique augmente-t-elle l'incidence de l'asthme, c'est-à-dire la survenue de nouveaux cas? Alors les réponses, pour la première question, la réponse est nette. En 2001, une étude qui a été conduite dans 8 grandes villes européennes a montré qu'à chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines dans l'air ambiant, on observe 1% de plus d'admission pour l'asthme dans les centres d'urgence, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et des chiffres semblables ont été rapportés aux États-Unis, et l'association a retrouvé pour d'autres marqueurs de la pollution, tels que l'ozone ou les NO2. Donc, on pense, après l'extrapolation des données de la littérature, que 15% environ des admissions en excès pour crise d'asthme dans les centres d'urgence seraient liées au phénomène particulier de pic de pollution. Alors maintenant, sur l'augmentation de l'incidence de l'asthme, là c'est beaucoup moins évident. Une revue donc, de la littérature en 2011 a montré qu'il n'y avait pas de corrélation précise entre la pollution urbaine moyenne telle qu'elle est mesurée par les stations de contrôle et la prévalence de l'asthme dans la localité correspondante. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à l'incidence de l'asthme en fonction de l'adresse exacte précise du sujet et sa proximité d'une voie de communication à haut trafic, les corrélations deviennent positives. Donc vous voyez, c'est une réponse qui est un peu mitigée. Donc il y a une étude de la Children's Health Study, donc 2500 enfants suivis dans une école, a montré que le risque d'apparition d'un asthme était associé au degré de pollution moyen lié au trafic routier proche du domicile et de l'école. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors les applications pratiques, les pics de pollution aggravent les symptômes, ça maintenant on en est sûr, et le contrôle de l'asthme, donc il faut adapter le traitement et donner des conseils, on en a parlé, éviter les activités sportives en plein air lorsqu'il y a des pics de pollution. L'exposition chronique le long des axes routiers augmente le risque de développer un asthme chez les enfants et les adolescents. Donc la diminution de la pollution est un objectif de santé publique, et donc là c'est le rôle des politiques, Myriam en a parlé. Et enfin, les mécanismes inflammatoires liés à l'asthme s'aggravent sous l'effet de la pollution. Maintenant, on est sûr que le taux de sensibilisation allergique dans une population augmente en fonction de la pollution. Par exemple, on voit, moi je le constate dans ma région, c'est que l'allergie au pollen de cupressacée est très importante en Provence, mais on a beaucoup plus de cas chez les citadins que chez les ruraux. Donc, il y a quand même une corrélation. Donc, les particules fines ferroviaires, d'origine ferroviaire routière ou fluviale, ont un impact sur la mortalité. Il y a une étude qui a été faite au Danemark en juillet dernier, et on a montré que, d'après les chiffres, les normes fixées par l'Union européenne, une exposition chronique aux particules fines raccourcit l'espérance de vie. 10 microgrammes par mètre cube d'air réduisent de 9 à 11 ans la durée de vie des citadins. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Là, on sort de l'allergie pour rentrer dans l'environnement. Donc, plus précisément, en un an, 100 personnes sur un groupe de 100 000 perdraient la vie prématurément à cause des maladies liées à la pollution, l'asthme, la BPCO, les cancers. Donc, c'est quand même considérable. La pollution intérieure, là aussi, Myriam en a parlé. Donc, il y a une revue de la littérature sur les différents polluants, le formaldéhyde, le benzène, l'acétaldéhyde, les composés organiques volatiles, les microparticules et les phtalates. Les études ont été classées par type de polluant et source de pollution, parce que la plupart de ces COV, composés organiques volatiles, sont relargués par les matériaux modernes d'équipement, les cols, les vernis, les bois, etc. 23 études dans cette analyse montraient des relations entre les polluants et l'asthme chez l'adulte. Elle vous l'a dit, les 4 premiers étant les plus relevants. Maintenant, pollution et allergie. Les études ont tous centrées sur les pollens. L'accentuation, et ça c'est démontré, les botanistes ont fait de belles études, ça stresse les plantes. Et donc, elles se mettent à produire davantage de pollen.
Et le réchauffement climatique joue un rôle clé dans l'intensification de la pollinisation. En 30 ans, le nombre de personnes allergiques a presque doublé à cause des concentrations allergéniques dans l'air. L'OMS, d'ailleurs, a estimé que 50% de la population pourrait devenir allergique en 2050. Donc, vous voyez, ça devient des chiffres. Bon, ça, c'est une... Avec la hausse des températures, et ça, on le constate, les végétaux donc, vont éclore plus tôt et libèrent leur pollen dès la fin de l'hiver et le début du printemps. Et là, il y a des études précises qui ont été faites par les botanistes. Vous voyez, pour les cyprès, 18 jours en avance entre 1980 et 2002. Pour l'olivier, également 18 jours. La pariétaire, 8 jours et demi. L'ambroisie, entre 1 et 27 jours, selon les saisons, les années, pour le continent nord-américain. Il y a aussi des relations triangulaires entre pollution atmosphérique, pollen et allergie, parce que la pollution agit chimiquement sur les pollens, elle modifie leur structure biochimique extérieure et par là même leur allergénicité. Et la pollution agit aussi sur les muqueuses respiratoires, donc elles deviennent plus perméables à la pénétration des allergènes. Donc l'étude du Red Cedar, qui est une forme de cyprès au Japon, ils se sont rendus compte qu'en fait les allergiques c'était surtout des gens qui habitaient les immeubles le long des autoroutes, parce qu'il y avait à la fois des arbres et des pollutions atmosphériques par les diesels. Ensuite, l'isolation accrue des logements. On est dans le mode de vie, l'évolution. Vous savez qu'il y a eu le premier choc pétrolier en 1973, et là on a incité les gens à isoler leur appartement pour faire des économies d'énergie. Eh bien, résultat, on a transformé les appartements en bouteilles thermos, avec augmentation du taux de chaleur et d'humidité, donc augmentation des moisissures et des acariens. Donc, toujours le bien et le mal. L'augmentation des animaux de compagnie, elle en a un peu parlé, Myriam. Alors, c'est notamment en Europe. À partir des années 70, on a constaté une augmentation notable des animaux domestiques dans les appartements. Mais pas seulement les chats et les chiens, il y a tous les NAC maintenant. Hein, vous avez des faunes absolument invraisemblables, des animaux de compagnie, cobayes, hamsters, rats, souris, furets, chinchillas, on a de tout, absolument tout. Et bien sûr, la proximité d'animaux dans un endroit confiné favorise la sensibilisation. Les modifications des techniques agricoles, là aussi on est dans l'évolution des modes de vie. Les changements techniques avec la généralisation des herbicides et des pesticides ont modifié l'écosystème et favorisé l'éclosion de plantes adventices qui sont source de nouvelles pollinoses. Donc ça a sélectionné des plantes par rapport à d'autres. On verra un bel exemple tout à l'heure. En plus, généralement, bien sûr, ces produits sont très irritants sur les muqueuses respiratoires. Ça donne, bien sûr, ça favorise le BPCO, mais aussi les cancers. On a vu éclore des lymphomes chez les vignerons qui répandaient les pesticides largues à main nue avec même des avions quelquefois pour traiter leur vie. Les pathologies professionnelles. Bon, on a vu l'éclosion des problèmes avec les gants en latex hein, dans les blocs opératoires, donc avec des réactions lors des AG ou chez les personnels soignants. Et on s'est rendu compte depuis qu'on a supprimé la poudre des gants en latex qu'on a considérablement diminué donc ces cas. Également, l'utilisation des bois exotiques chez les menuisiers a augmenté le cas de pathologie respiratoire. Là aussi, évolution, parce qu'avant on utilisait avec les bois de chez nous, et puis on a commencé à importer de l'okoumé, etc. Les allergies de contact, et là il y a un dermatologue éminent, la généralisation, y compris chez les hommes, de l'utilisation de cosmétiques, de conservateurs, des parabènes, formaldéhyde, le caton et maintenant la MIT, la fameuse MIT, la méthylisothiazolinone, a entraîné une explosion des cas d'eczéma de contact. Même constatation avec les déodorants, les parfums, les bijoux fantaisie, etc. Donc les fards à paupières chez les dames qui sont riches en cobalt ou en nickel. Donc tout ça c'est une évolution parce que ma grand-mère elle ne se maquillait pas. Hein. Les modes d'alimentation ont évolué aussi. Là, ça fait partie du mode de vie. En 30 à 40 ans, et moi je l'ai vu, on a abandonné les repas à la maison au profit de déjeuners rapides dans des fast-food, des restaurants sur le lieu de travail. Avant, c'était la maman qui faisait à manger. Hein. Donc maintenant, on mange des plats préparés avec beaucoup de conservateurs, d'additifs et de colorants. Par exemple, le kiwi, moi je ne savais pas que ça existait. J'ai vu apparaître ça aussi. C'était un fruit qu'on ne consommait pas. Il venait d'Australie. On a commencé à manger à partir des années 70-80, et là on a vu apparaître les premiers cas d'allergie alimentaire au kiwi.
Ça croise d'ailleurs avec les pollens et le latex, vous le savez. Et puis alors, la dernière mode, ce sont les entomophages, c'est-à-dire les gens qui mangent des insectes. À départ, il y avait que les Chinois et quelques peuplades lointaines. Maintenant, c'est devenu très bobo, très tendance. Et là, on voit arriver de plus en plus de chocs ou d'allergies alimentaires graves, parce qu'ils font bien sûr des allergies à la tropomiazine ou chitine qui se croisent avec les acariens. Donc là encore, évolution des modes de vie. Les médicaments, là aussi, on a généralisé les antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, donc on a vu augmenter le nombre d'hypersensibilités, dont certaines potentiellement graves, idem pour les AINS et les curares aussi, donc vous savez, toute la pathologie. L'allergie au venin d'hyménoptère, puisqu'il y a une augmentation notable des chocs au venin de guêpe dans les milieux urbains, puisque maintenant ces gens ont des piscines, et donc les guêpes viennent boire au bord des piscines et piquent les gens, donc augmentation des cas de choc anaphylactique au venin de guêpe. Et en plus, le fait d'être parfumé ou d'avoir des couleurs vives attire les hyménoptères, alors qu'avant, les dames, elles n'étaient pas parfumées, elles étaient en gris ou en noir. Bien. Ensuite, le fameux frelon asiatique. Alors ça, c'est un exemple typique. Il n'existait pas, il vient de Chine. Et il est arrivé dans des paquetages, dans des conteneurs, et il a commencé à envahir. Et en France, il a commencé par le sud-ouest. Et on a commencé à avoir des chocs au frelon asiatique, qui est une variété particulière. Et donc, en plus, l'autre inconvénient, c'est qu'il pénètre dans les ruches et il tue les abeilles. Donc, aussi, problème... Alors, je ne sais pas, il y a eu un petit problème de compatibilité, peu importe. Donc, on va parler de quelques cas cliniques qui vont illustrer ce dont je viens vous parler. Voilà, d'abord, le premier cas, il est intéressant. On a parlé tout à l'heure des plantes adventices. J'ai intitulé ça une pollinose particulière. Alors, c'est un patient de 36 ans qui était viticulteur, donc dans le Luberon, c'est la belle zone qui est au nord d'Aix-en-Provence, c'est une belle région. Terrain atopique familial. Et depuis 5 ans, rhinoconjonctivite saisonnière de janvier à avril, avec parfois rechute en septembre-octobre. Et il tousse dans certaines circonstances. Donc, bon, il vient me voir. Moi, je pense avant tout au cyprès, puisque c'est la période de pollinisation. Par contre, ce qui ne calme pas, c'est septembre-octobre. Hein. Bon, la pariétaire, mais c'est un peu tôt. Par contre, il y a des pics, il y a des fois des rebonds en septembre. Et après, il y a d'autres herbes, notamment l'armoise ou les kénopodes, qui peuvent aussi polliniser un petit peu en septembre. Enfin, ce n'était pas évident. Alors, je lui fais, donc je l'examine, c'était en 2011, il a une rhinite inflammatoire, conjonctivite, donc irritative, une auscultation normale, une fonction respiratoire normale, et je lui fais des tests avec ma batterie méditerranéenne, c'est la même que la vôtre. Vous voyez, c'est ça la batterie, hein, que je fais en général en Provence. Et voilà, j'ai des tests positifs au cyprès, aux oléacées, tout le reste est négatif. Donc, comme je ne suis pas très convaincu, je fais quand même des recombinants, et vous voyez, il y a un taux de recombinant au cyprès, l'allergène majeur qui est modéré, l'olivier c'est faible. Bon, voilà, je n'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. Donc, je dis au gars, bah, écoutez, vous allez prendre un traitement pendant la saison, de janvier à avril, avec des antihistaminiques, un corticoïde nasal, un collyre. Et puis, vous reviendrez me voir en saison pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Et si vraiment ça s'aggrave, éventuellement, on pourra faire une immunothérapie au pollen de cyprès. Puis, je revois en février, sous traitement, et là, malgré l'antihistaminique, le corticoïde et le collyre, il n'est pas bien du tout. Et en plus, donc, de la conjonctivite, il commence à signaler un prurite du visage et des mains, et surtout, il me signale une réaction urticarienne sur les mains et les avant-bras lorsqu'il arrache une mauvaise herbe qui envahit ses vignes. Bien. Donc, à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose de quand même bizarre. Là, on n'est plus dans le cyprès. Et donc, je lui ai demandé, tout simplement, de me ramener cette fameuse herbe sauvage qu'il arrachait. Alors, effectivement, ça peut être une allergie à une autre plante, hypersensibilité à un produit de traitement de la vigne, on ne peut jamais éliminer un problème chimique. Bon, les insectes, mais ça, j'y crois pas trop. Alors voilà, cette jolie fleur en plante et en bouton, en fleurs et en bouton.
Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais j'ai pris un peu de poudre de pollen, j'ai fait un prick, il m'a fait une réaction gigantesque avec donc le pollen. Il a fait aussi une réaction syndromique, donc je lui ai balancé immédiatement de la prednisolone parce que quand même, il commençait à pas être bien du tout. Voilà. Et puis, bien sûr, j'ai fait appel à des amis botanistes parce que moi, je ne connaissais absolument pas cette plante. Eh bien, c'est Diplotaxis erucoides. Alors, elle a des synonymes, vous voyez, et fausse roquette, roquette blanche, roquette sauvage. Donc, ça fait partie des brassicacées. Avant, on appelait ça les crucifères. Hein. Il y en a, bon, vous voyez, la giroflée, le chou, tout ça, c'est la moutarde, le radis, carotte, tout ça, c'est la même famille. Donc, c'est une plante adventice qui colonise et qui est spécialisée surtout dans les climats méditerranéens et qui colonise les vignes. Alors voilà, vous voyez deux catégories, soit des plantes blanches, mais ça peut aussi fleurir jaune, comme ceci. J'ai pris des photos après parce qu'il en avait plein, le garçon, donc c'était bien. Voilà. Donc, hauteur 20 à 50, tige rude avec poils, n'y voyez aucune allusion sexuelle, feuilles ovales, fleurs blanches ou jaunes, plante mellifère, donc les abeilles aiment bien ça. Et la pollinisation, et là c'est la botaniste qui m'a renseigné, c'est de décembre à avril-mai, et ça pollinise même quand il gèle. Donc vous voyez, c'est très résistant. Et la dissémination est favorisée par les herbicides qui sélectionnent ces fameuses plantes adventices. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure des techniques agricoles, et là on est en plein dans le sujet. Hein. Et j'ai consulté bien sûr la Bible de l'asthme professionnel par nos regrettés Henriette Diver et Philippe Godard. Et ils en parlent, vous voyez, asthme professionnel, la diplotaxis chez les viticulteurs. Voilà, donc il faut avoir un sujet atopique, bien sûr, c'est un mécanisme IgE, et donc c'est des gens qui travaillent régulièrement dans les plantes, dans les vignes notamment, et qui font des vendanges. Alors bien sûr, on ne peut pas faire d'immunothérapie, il n'y a pas d'extrait, pas d'études cliniques. Bon, le patient, il gagne bien leur vie, je peux vous dire, les viticulteurs en Provence, il m'a dit c'est hors de question de changer de métier. Donc je lui ai dit, bah, écoutez, maintenant la méthode radicale, vous allez essayer de faire une éradication complète. Donc il a utilisé d'autres herbicides. Voilà. Et ça a disparu quasiment à partir du moment où il a éradiqué sa vie. Deuxième cas clinique. C'est pour ça qu'il faisait ça en septembre. Oui. Il court le furet. Bon, alors, voilà, c'est un Benjamin, 25 ans, étudiant aux arts et métiers d'Aix. Il a des antécédents d'angioédème en 83 du visage d'origine indéterminée. Et 8 mois auparavant, il commence une rhinite, un prurite palatin, une toux d'irritation nocturne, une irritation oculaire. Donc il voit un confrère pneumologue qui lui fait des tests positifs aux acariens, plus faiblement au pollen. L'exploration est normale, la fonction respiratoire. Donc il lui dit, bah, écoutez, faites une éviction, mettez des housses, traitez la literie, à l'époque on faisait ça encore, et il lui donne un anti-H1 plus un corticoïde nasal, et il lui a dit, écoutez, on va voir, si au bout de 3 mois ça va pas mieux, éventuellement on fera une immunothérapie aux acariens. Mais c'est là où l'affaire se corse, c'est que malgré tout ça, il y a une aggravation progressive des symptômes, il commence à faire de l'asthme, non, lorsqu'il est chez sa petite copine. Bon. Et en novembre 2002, vous voyez, c'était ancien, là, il part en week-end au ski avec son ami dans un chalet. Et là, il fait une attaque d'asthme aiguë grave et il est aux urgences à Gap. Il est vraiment pas bien du tout. Dans le psycho-affectif. Alors là, je me dis, bon, donc il vient me voir après l'épisode en disant, écoutez, l'autre, il n'a rien compris, le pneumologue, je voudrais savoir ce que j'ai. Alors, l'interrogatoire, comme je dis toujours, est très important en allergologie, c'est 80% du diagnostic. Donc, je réinterroge l'individu. Bon, quand je le revois au décours d'hospitalisation, il est très enflammé, il siffle encore, malgré le traitement. Alors, il ne fume pas, il n'y a pas de tabagisme passif, il y a de la moquette et des chats chez ses parents, mais surtout, la petite amie, elle a un ficus dans la chambre, mais surtout un furet domestiqué. Et donc le furet les a accompagnés au ski, parce que madame, elle ne pouvait pas vivre sans son furet, hein, vous avez... Alors, bon, radio normale, Tifno 62, donc vous voyez, il a un syndrome obstructif, des grosses résistances, il gagne 18% après salbutamol. Je refais des tests, je retrouve comme le confrère, aux acariens, un peu à la blatte. Par contre, j'essaye de tester tous les animaux qu'on avait à l'époque, rien. Donc, qu'est-ce qui me restait? IgE spécifique au furet.
puisque ça existe. Et regardez les taux, donc il avait 22,3 d'IgE spécifique au phaner de furet. Ça existe, Thermo Fisher, il y a un test au furet. Et 750 éosinaux. Donc, eh bien, il avait un asthme allergique aggravé par contact avec l'appui de la sensibilisation au furet. Donc, l'importance de l'interrogatoire en allergologie. Et donc, nous sommes des environnementaux. Hein. Donc, on doit étudier de façon l'environnement. On doit être, donc, comme j'ai dit, un bon fureteur. Voilà, deuxième cas. Avec un typhon à 62, le I4, ça a été du Scrabble. Bon, alors les furets, hein, ce sont des fissipèdes, hein, c'est-à-dire, ça veut dire en grec avoir le pied fendu, fissipedes, voilà. Et la même famille, donc, il y a tous les félins, hein, chat, lynx, tigre, panthère, les canidés, les ursidés, et puis le raton laveur et les mustélidés. Là, il y a le vison, la loutre, la martre, etc. Autre cas clinique, on est toujours dans le mode de vie. J'ai mis ça de quoi en faire tout un flanc. C'est une dame de 40 ans, asthmatique, allergie aux graminées et une allergie alimentaire sévère aux fruits à coque. Bon, les résultats des tests cutanés des allergènes moléculaires évoquaient un profil de sensibilisation aux profilines et aux vicilines. Bien. Donc vous voyez les dosages, elle a le FLOP P1, P5, donc les graminées à 10, RH1 0,6, RH5 2,45 et le BET-V2 0,40. En revanche, le RH2 3, 8, 9, mais aussi Cora 1, 8 et PRUP3 sont négatifs. Donc c'est plutôt viciline que l'allergie classique à l'arachide. Malgré l'éviction stricte des fruits à coque, elle déclenche un malaise immédiatement après la consommation d'un flan à la vanille. Alors, je trouve la composition du flan, puisque c'était un flan industriel. Sucre, caramel, dextrose, amidon, de l'œuf, des gélifiants, des carragénases, vous savez, c'est pour donner l'espèce de gel, hein, voilà, arôme naturel de vanille, gousse de vanille, graines de vanille, et puis il y a deux colorants, la riboflavine et le rocou. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé de m'amener un plan, et je lui ai fait un prick. Il a réagi rapidement. En revanche, les prick tests à l'œuf, à la vanille, au blé, au carragénase étaient négatifs. Alors j'ai j'ai récupéré de la poudre de rocou, on en trouve dans les épiceries fines. Et là, vous voyez, réaction à 10 mm au rocou, donc qui est le colorant qui est utilisé dans son flan. Alors c'est quoi? C'est une hypersensibilité donc, au rocou. C'est un colorant alimentaire de la famille des caryténoïdes, hein, qui est appelé aussi annatto. Et il extrait de la graine de rocouillet, qui est un petit arbre, et ça colore en jaune orangé, donc on en met dans le beurre, la margarine, les flans, etc. pour faire plus joli, les bonbons aussi, il y en a. Hein. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement une possible allergie croisée entre le rocou et d'autres graines par le biais des vicilines? Ça, on n'a pas de réponse. Alors voilà ce que c'est un rocouillet, c'est très joli, hein, vous voyez, avec des belles fleurs, des plantes, des feuilles vernissées. Voilà, ça, j'aime bien les planches botaniques qui étaient faites au 19e siècle parce que des dessins absolument fabuleux. Vous voyez, avec le fruit, la fleur, la feuille, la tige. Et alors, donc, c'est Bixa orellana en botanique. C'est un arbuste des régions d'Amérique tropicale. On l'appelle aussi urucum, rocouillet, ou l'arbre rouge à lèvres, parce qu'en fait, les femmes là-bas utilisaient ce colorant pour se mettre sur les lèvres. Et il tire son nom des Tupis, c'est une tribu d'Amérique centrale qui l'appelait urucum, d'où le nom de rocouillet ou de rocou. Alors, autre cas clinique, saignant ou à point. Bon, c'est une dame, déplacement professionnel à Paris, elle partage un repas avec ses collègues de travail dans un restaurant branché, je vous ai dit, c'est très bobo, hein. Et hors d'œuvre, criquet grillé, sauce curcuma. 10 minutes après, prurite buccale linguale, sensation de chaleur, malaise, urticaire généralisé, enjeu œdème, gène respiratoire, oppression, cornage, SAMU. Adrénaline, salbutamol, solumédrol, évolution favorable. Voilà la photo de la copine avec l'iPhone, maintenant c'est pratique, hein. Ils l'ont pris en photo avant d'appeler le SAMU, parce que maintenant on fait comme ça. Alors, pas d'antécédent atopique connu, mais sur le plan familial, à titre personnel, elle a eu un asthme dans l'enfance avec une allergie avérée aux acariens.
Et ça s'était bien amélioré avec une immunothérapie durant 3 ans aux acariens. Mais elle signale quand même que lorsqu'elle est dans des milieux très empoussiérés, elle fait de la rhinite. Elle a un syndrome oral avec le crabe et la crevette, et depuis, elle a éliminé les crustacés de son alimentation. Donc, bilan radio normal, fonction respiratoire, pas grand-chose. Réponse positive aux acariens, mais également aux crevettes et aux crabes. Et donc, j'ai fait des allergènes moléculaires. Vous voyez, elle a les 2 allergènes majeurs des acariens. Mais là aussi, le plus, c'est le RDP10 ou RPN1 qui est à 27. Donc, allergie croisée, acariens, crustacés, et bien sûr, la famille des insectes, il y a beaucoup de tropomyosine dans les carapaces, et donc elle a fait un choc en mangeant des insectes via la tropomyosine. Donc ça n'aurait pas existé à 30 ans, puisqu'on n'en mangeait pas. Hein. Les criquets, oui. Le criquet. Ah bah non, chez nous, non. Vous en mangez, vous? Non, nous, non, mais quand ils viennent, ils les mangent. Ah d'accord. Alors, dernier cas, ça va intéresser Jean-François, mais il connaît bien ça, on refait les peintures. Alors, une dame de 72 ans, pas d'antécédents allergiques, elle consulte pour un eczéma aigu du visage et des parties découvertes, évoluant depuis 3 semaines, et qui résiste à toutes les crèmes corticoïdes. Prurite intense, lésions sointantes, grattage, elle dort plus, enfin bon, elle est préjudice esthétique, bien sûr, même si elle a 72 ans, elle est quand même sensible à ça. Regardez cette pauvre dame, dans quel état dans lequel elle est. Ah oui, non. Hein, vous voyez, donc, bon, mais ça fait 3 semaines, ça dure et ça marche pas. Alors, toujours pareil, hein, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle mettait sur le visage, si elle se maquillait. Non, elle mettait simplement de la crème hydratante. Elle ne prend pas de médicaments, pas de manipulation particulière. En revanche, l'appartement a été repeint récemment, peu de temps avant le début des symptômes. Bon, test négatif. Et au point de vue pneumallergène et trophallergène, en revanche, elle a une violente hypersensibilité retardée à la méthylisothiazolinone, la MIT. Donc, vous savez que ce produit conservateur est présent dans certains cosmétiques, mais surtout dans les peintures à l'eau. Et donc, à partir du moment où on applique des peintures, il va exhaler pendant plusieurs semaines et donner des allergies de contact aéroportées très importantes. Voilà le test, vous voyez, le patch, c'est pas la rigolade. Hein? Voilà, bon, c'est un agent conservateur. Hein? Voilà, bien sûr, comme on a supprimé les parabènes, parce qu'il y avait soi-disant des rôles de perturbateurs endocriniens, etc., on a mis à la place la fameuse méthylisothiazolinone avec les résultats que l'on voit. D'accord? Il y en a dans les produits ménagers aussi, hein, les produits vaisselle, lessive, produits traitants des cuirs, les peintures à l'eau, les huiles industrielles, il y en a dans beaucoup d'endroits. Donc il y a eu une véritable, je crois, épidémie. Hein, maintenant, ça commence à se calmer parce qu'on connaît, donc on va commencer à supprimer la méthylisothiazolinone de l'environnement. Là aussi, c'est pathologie, mode de vie. Hein. Alors, quelques mots sur l'impact des allergies. Bon, vous savez qu'on en a parlé encore tout à l'heure, notre confrère Aurébel, la qualité de vie, hein, c'est important, hein, l'impact des allergies. Il y a retentissement sur le sommeil, la vie scolaire, la vie professionnelle, et la peur de la crise aiguë pour les allergies alimentaires. Les gens sont paniqués, après ils n'osent plus manger parce qu'ils ont toujours peur de faire une réaction générale. Chez de nombreuses personnes souffrant d'allergies respiratoires, il y a une détérioration considérable de la qualité de vie, la vie professionnelle, les loisirs. Les restrictions de la vie quotidienne peuvent avoir des conséquences psychologiques, bien sûr, sociales et économiques. Vous voyez, 80% dans l'enquête en Europe disent que leur allergie interférait considérablement avec leur activité quotidienne. Donc les gens se sont brimés un peu dans leur activité. L'impact économique, vous voyez, il y a eu un rapport donc, rendu public en 2015 par une commission d'enquête sénatoriale en France. Le coût économique financier de la pollution de l'air est évalué à 101 milliards d'euros par an. C'est énorme, hein? Et le coût annuel de l'asthme en France, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros. Bon, les allergies sont répandues, elles se développent bien entendu. Il y a 300 millions à peu près d'asthmatiques dans le monde actuellement, dont 10% d'asthmatiques sévères, dont on parlait tout à l'heure, des vrais ceux-là, hein, de Benoît. Alors épilogue, parce qu'il fallait bien que je termine avec un clin d'œil quand même, après toute cette... Voilà, je suis né en 1950, j'ai rien à cacher, hein, dans un petit village de Lorraine, qui s'appelle Jean de Lise. Et voilà, donc ça c'est l'église. Et là, vous voyez, j'étais juste derrière, parce que depuis, j'étais près des curés, ad sanctos comme on dit, donc la ferme de ma grand-mère. J'ai été élevé là. Alors, je ne suis pas allergique,
Pourquoi? J'ai été élevé par ma grand-mère et mes tantes dans une petite ferme. J'ai été immergé comme les petits bavarois d'Erika von Mussius dans les endotoxines bactériennes, parce qu'il y avait des animaux partout, etc. Les poules, les vaches, les cochons, etc. Pas de pollution, parce que la traction des outils agricoles était assurée à l'époque par les chevaux et les mulets. Il n'y avait pas de pollution intérieure, parce que les produits d'entretien, c'était savon noir, vinaigre blanc, savon de Marseille. Pas de stress de plantes ou de réchauffement climatique. En Lorraine, c'était moins 15 l'hiver et les étés chauds et secs. Et pas d'acariens parce que maison non isolée, sans chauffage dans les chambres. On n'avait pas de chauffage. On prenait la brique pour monter le soir au lit. Hein. Tu as connu ça, Benoît? Alors, les animaux domestiques avaient une fonction utilitaire et vivaient dehors. Gardiens de maison et de troupeaux pour les chiens. Chasse des rats et des souris pour les chats, et quant aux furets, je les capturais dans la campagne pour vendre leur fourrure, parce qu'il y avait le gars, le marchand de peau de la main, qui me rachetait ça à un bon prix. Les techniques agricoles, c'était traditionnel, engrais naturels, fumier, compost, pas de pesticides, pas d'herbicides, et pas d'allergie de contact. Comme je l'ai dit, les femmes ne se maquillaient pas et ne portaient que des bijoux en or. Eh oui. Alors, on mangeait que les fruits et légumes du jardin, la viande des animaux élevés sur place, pas de fruits exotiques, pas de conservateurs. Seule exception, j'avais à Noël un cadeau, des oranges emballées dans l'aluminium, parce que c'était encore quelque chose de signe de richesse hein, à l'époque, chez nous. Il n'y avait pas d'orange. Pas de piscine aux environs, on se baignait dans l'Orne, qui était la rivière qui passait à côté, donc pas de risque de piqûre de guêpe donc avec la piscine. Et puis les antibiotiques, on oublie. Moi, quand j'étais malade, on faisait des fumigations, des tisanes, des cataplasmes pectoraux avec la farine de lin et de moutarde, et si c'était gras, on mettait les ventouses. Donc vous voyez... c'est pas si vieux en définitive, bon parce que je suis pas encore... Donc c'est vrai qu'en 40 ou 50 ans, la vie a considérablement changé dans nos pays, il faut s'en rendre compte de ça. Il y avait du flan quand même. Oui, mais c'était du vrai qui était fait par ma grand-mère, il n'y a pas de colorant. Alors en conclusion, eh bien, l'allergie est bien une pathologie d'environnement et de mode de vie, et donc l'incidence a explosé dans les sociétés post-modernes, puisqu'on appelle ça comme ça. Et après les affections parasitaires et bactériennes puis virales, défi du XXe siècle, les pathologies allergiques et environnementales sont bien le défi du XXIe siècle dans lequel on est. Et là, je ne pouvais pas terminer sans dire comment ne pas voir un parallèle avec les désordres de notre monde actuel. Le repli sur soi, hein, c'est l'allergique. Hein. Le rejet de l'autre, du différent, le protectionnisme, le fondamentalisme, la xénophobie, tout ça, c'est le rejet de l'autre. Et dans les deux cas, l'objectif est de favoriser la tolérance, immunitaire pour les allergènes et humaniste par l'acceptation de la différence de l'autre, du différentes couleurs, de culture, d'ethnie ou de croyance, qui constitue non pas un danger à mon avis ou une menace, mais bien une source d'enrichissement intellectuel et humain. Et ma dernière plaque sera celle-là, le monde futur, tolérant, fraternel et non pollué, le monde idéal. Je vous remercie.